Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 12 août. C'est déjà le top départ du gouvernement Souminois 2. Les ministres membres de l'exécutif ont commencé à prendre leurs fonctions. Ils sont pleins d'ambition, nous le verrons dans ce journal. À la une également, les enjeux liés au développement de la jeunesse ont fait l'objet des échanges au Forum international de la jeunesse africaine. Ce forum a été organisé au Palais du Peuple. Et puis, en dehors des frontières congolaises, la capitale algérienne s'apprête à accueillir début septembre la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Bonsoir à tous. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Muzito, a officiellement pris ses fonctions ce jour lors de la cérémonie de remise et reprise. Cet événement marque le début de son mandat au sein du gouvernement Souminois 2 avec pour mission de piloter la gestion et l'exécution du budget national dans un contexte économique exigeant. Blaise Kouzola. C'est dans une ambiance conviviale qu'Adolphe Muzito a officiellement pris ses fonctions au ministère du Budget ce mardi lors d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Aimé Mboji au centre financier à Kinshasa. Ancien Premier ministre sous la présidence de Joseph Kabila, Muzito revient ainsi au gouvernement avec une lourde mission dans un portefeuille stratégique pour la gestion des finances publiques. La passation s'est déroulée dans un climat de collaboration et de continuité administrative avec pour ambition d'assurer une bonne exécution du budget national. Peut-être que les gens n'ont pas la culture des chiffres dans notre pays et n'ont pas pu réaliser et comprendre, à savoir que vous avez triplé le budget en peu de temps. Parce que nous, on l'a fait sur 5 ans. En partant des budgets de 850 millions de dollars à l'époque, moi j'étais ministre du budget, par la suite Premier ministre, on est passé j'ai arrondi à 1 milliard de dollars à 3 milliards et demi. Je suis sûr qu'on a augmenté par la suite le gouvernement qui nous a suivi toujours de 30%. Et par la suite on a dû baisser encore en dessous des 4. Voilà que vous arrivez, vous trouvez 3 milliards et vous triplez en peu de temps. C'est une performance et une fierté pour le pays. Adolphe Muzito n'a pas encore fait des déclarations politiques, mais tout porte à croire qu'il mettrait tout en œuvre pour renforcer la discipline budgétaire et favoriser une gestion transparente et efficace des ressources publiques, contribuant ainsi au développement économique du pays. Et cette prise de fonction marque un nouveau chapitre dans la carrière politique de Muzito qui fait son retour dans l'équipe gouvernementale avec des attentes et défis élevés. La RDC, premier producteur mondial du cacao d'ici 5 ans, c'est le pari que se lance le nouveau ministre de l'Agriculture, Moïndo Nzangi, qui a pris ses fonctions ce jour, a exprimé l'ambition de la RDC d'assurer pour la population la sécurité alimentaire en boostant la production des produits alimentaires de base, une vaste ambition d'un pays aux dimensions continentales qui devrait s'appuyer sur son potentiel agricole. Suivez. L'ambition de la RDC en matière agricole, le ministre de l'Agriculture, Moïndo Nzangi, l'exprime sans embâche. Nous avons voulu placer notre action au ministère de l'Agriculture sous un slogan, celui de la révolution agricole agressive.
nous croyons que le paradoxe que nous avons aujourd'hui avec un pays qui a des capacités énormes et des potentialités agricoles énormes, mais qui dépend encore une fois de l'importation, même pour ces produits alimentaires de base, nous croyons qu'il faut une véritable révolution. Elle sera agressive. Et par votre équipe, soit exécutée de la manière la plus brutale possible. Je parle bien de la brutalité, puisque je crois qu'il la faut à ce qui nous concerne pour que nous puissions nous rassurer qu'au moins pour les produits alimentaires de base, comme le maïs, comme le riz, comme les haricots, les maniocs, qui sont les plus consommés dans le pays, nous puissions retrouver très rapidement notre sécurité alimentaire. Cette brutalité agricole, la RDC entend l'appliquer également à la culture industrielle, notamment sur des produits comme le café ou les cacao. Je voudrais aussi mettre un accent sur les produits agricoles d'exportation. Et nous allons faire en sorte que les produits agricoles comme le cacao, les palmiers et les cafés puissent retrouver ces gloires d'antan. Nous nous donnons un objectif de faire en sorte que nous puissions encourager de manière agressive, encore une fois, nos agriculteurs en milieu rural pour que nous soyons, dans les 5 ans qui viennent, les premiers producteurs mondiaux du cacao. Ainsi, la RDC classée 22e producteur mondial du fève de cacao, ambition de faire un bond en avant jusqu'à détrôner les 21e nations qui la dévancent. Pour cette ambition et pour la sécurité alimentaire, la RDC, forte de ses 80 millions d'hectares de terres arables, entend utiliser tout son potentiel. Le nouveau ministre promet éventuellement d'exproprier certains propriétaires de terres pour les redistribuer afin de répondre à cette ambition. Toujours dans le cadre des activités de membres du gouvernement, sachez que le ministre d'État Guy Luandomboyo, désormais en charge de relations avec le Parlement, a été reçu en audience par la première ministre Judith Souminois. Une rencontre placée sous le signe du passage des relais au cours de laquelle l'ancien patron de l'aménagement du territoire a présenté les principaux instruments législatifs et techniques mis en place sous son mandat. Dans mon match. Parmi les avancées majeures citées par Guy Luando figure l'adoption de la première loi sur l'aménagement du territoire depuis 1957, un vide juridique que beaucoup jugeaient préoccupant. À cela s'ajoute la politique nationale d'aménagement du territoire, des guides techniques à destination des provinces, ainsi que des mécanismes de planification concertés pour une gestion plus rationnelle de l'espace et des ressources. Depuis que le Congo a accédé à la souveraineté tant nationale qu'internationale, donc un pays indépendant. Donc j'ai amené à maman à tous les outils, dont la loi, la fameuse loi historique dans le secteur de l'aménagement, la politique nationale d'aménagement du territoire, les guides pour permettre aux provinces d'élaborer des plans provinciaux d'aménagement du territoire, l'annuaire des ressources naturelles du sol de la RDC. Ces instruments constituent indéniablement un cadre de référence. Toutefois, leur application concrète s'annonce complexe. Comme souvent en RDC, les fossés entre la production normative et la réalité du terrain demeurent profonds. Kinshasa illustre bien cette difficulté. La capitale, en proie à une urbanisation galopante et désordonnée, cumule les irrégularités. Construction anarchique, absence des zonages clairs, cohabitation des zones résidentielles, commerciales et religieuses sans aucune cohérence spatiale, autant de situations qui compliqueront sérieusement la mise en œuvre de nouvelles règles. Entrée en vigueur ce 12 août, la loi prévoit un renforcement des contrôles à travers des inspecteurs dédiés et des officiers de police judiciaire spécialisés. Mais sur le terrain, l'efficacité de ces dispositifs dépendra largement de la volonté politique, de la capacité de coordination entre niveaux de pouvoir, des ressources disponibles et surtout de la lutte contre les pratiques clientélistes et la corruption foncière. Et pour en savoir plus sur cette loi, la loi de l'aménagement du territoire qui vient d'entrer en vigueur, nous accueillons ici sur le plateau Don Momat, qui est journaliste à Géopolis Forum. Bonsoir Don. Bonsoir Monsieur Patrick Ilunga. Voici, donc vous êtes journaliste ici à Géopolis Forum, vous êtes auteur du reportage qu'on vient de voir, la loi autour de l'aménagement du territoire. En quelques mots, que résout cette loi? Alors, Monsieur Patrick, vous, tout comme moi, circulons dans la ville de Kinshasa
Et ce n'est pas un secret, ce n'est pas quelque chose qui nous échappe. On croise de temps à autre, ou le plus souvent, une église juxtaposée à un bar, une maison en étage de 4 niveaux à côté d'une maison basse. Pourquoi cela? Tout simplement parce que il n'y a pas de règles en matière d'occupation foncière. Remarquez également, il y a eu des constructions, il y a eu des inondations. Pourquoi des inondations? Parce que on s'est retrouvé avec des maisons construites dans des endroits qui n'étaient pas destinés à la construction. Et donc, la construction anarchique prolifère dans la ville, autant à Kinshasa que dans d'autres villes du pays. Et cette loi, justement, vient un peu mettre fin, en théorie, précisons-le, vient mettre fin à ces désordres anarchiques, à cette anarchie plutôt, qu'on a toujours constaté dans notre pays. En réalité, vient avant tout mettre fin au vide juridique qui existait. Parce qu'en matière d'aménagement du territoire, jusqu'à aujourd'hui, notre pays s'est référé à un décret colonial qui date de 1957. Donc, ce qui était obsolète, qui n'était pas qui n'avait aucun rapport, plus aucun rapport avec notre constitution, parce que notre constitution elle est de 2006 et qui ne servait pas à grand chose. Alors, cette loi, autre chose qu'elle vient apporter, je disais, elle vient pour lutter contre les désordres urbains, l'occupation anarchique. C'est aussi, cette loi a favorisé la création d'institutions spécialisées comme l'Agence nationale d'aménagement du territoire ou encore l'Observatoire national de l'aménagement du territoire. Ces structures vont assurer le suivi, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques. Cette loi inclut également les communautés locales et coutumières dans la gestion des projets d'aménagement du territoire, parce que souvent vous êtes sans ignorer que parfois, lorsqu'on va par exemple acheter des champs dans le coin reculé, ou même ici à Kinshasa, dans les périphéries, parfois vous avez un conflit entre l'État qui a vendu et les chefs coutumiers et les autorités coutumières qui vendent à leur tour. Et donc, cette loi est normalement venue pour essayer de mettre un peu d'ordre dans ce sens-là. Voilà, c'est un vide juridique qui vient d'être comblé. Mais vous avez dit tout à l'heure, c'est en théorie, ça va régler, mais il y a la loi, il y a aussi l'expérience de terrain, l'existence de l'anarchie. Qu'est-ce qui assure que cette loi va être mise en application véritablement et que ça ne va pas justement s'ajouter à, on va dire, à la pile des textes législatifs qui existent, mais qui souffrent dans l'application? Alors, effectivement, cette loi a bénéficié d'un appui considérable de la part de toutes les institutions, puisque pour rappel, cette loi a été déposée au niveau du Parlement au mois de juin, et déjà vers le 15, ou plus tard le 25, la loi a été adoptée au niveau du Parlement, et puis la loi a été promulguée le 5 juillet, et c'est comme ça que 30 jours après, elle entre aujourd'hui en vigueur. C'est-à-dire qu'elle bénéficie d'un appui institutionnel, le président qui l'a promulgué sans tarder. C'est déjà un premier pas. Mais comme vous le dites, dans notre pays, c'est pour souvent un problème d'application de loi. C'est ce qui est à craindre, puisque sur le plan théorique, encore une fois, nous avons de belles lois, autant que celles qui viennent de s'ajouter. C'est une belle loi. Pour évoquer un exemple concret très rapidement, lorsque vous prenez aujourd'hui la loi sur la sous-traitance, c'est une bonne loi pour favoriser justement l'entrepreneuriat local, l'entrepreneuriat de Congolais, de jeunes Congolais, parce qu'on veut faire des Congolais des millionnaires. Mais malheureusement, en pratique, vous verrez que les étrangers, avec la protection de certains de Congolais, vont s'appuyer sur cette loi. Les étrangers vont tout simplement contourner cette loi en faisant travailler, passer des Congolais pour des entrepreneurs, alors qu'en réalité ce sont eux des bénéfices qui reviennent à eux-mêmes. Et donc tout leur revient. Et ici, justement, cette loi, elle vise par exemple à mettre fin à la corruption en termes sur le plan foncier, puisqu'ici il y a quand même une chose que je dois ajouter qui est très importante. Lorsque cette loi en fait érige en infraction l'occupation illégale d'un site, d'un endroit qui n'est pas approprié pour la construction.
Alors, cette loi, disais-je encore, elle veut lutter contre la corruption. Mais, sachant que notre pays est, en tout cas pointé du doigt parmi les pays les plus corrompus, tout ça, ça laisse un peu des doutes quant à l'application correcte de la loi. Mais ce qui est vrai que si cette loi est appliquée, en tout cas, beaucoup de choses vont changer autour de nous. Je finis par là. Lorsque vous allez par exemple en Zambie, qui est un pays voisin, vous retrouvez par exemple un quartier, dans des villes comme Ndola, vous retrouvez un quartier où il y a des églises et nulle part ailleurs. Lorsque vous allez dans d'autres pays comme le Sénégal, le Rwanda, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, vous trouvez des espaces essentiellement réservés aux bars et ça permet déjà en amont de lutter contre la nuisance sonore et tout ce que vous voulez. Et l'occupation anarchique des terrains. Merci Don Omar pour cette belle intervention. On va donc poursuivre avec ce journal. À Kinshasa, le forum du génie scientifique congolais 2025 s'est ouvert lundi au Palais du Peuple. Pendant une semaine, scientifiques, ingénieurs et innovateurs nationaux exposent leurs travaux et discutent des enjeux de la recherche en République démocratique du Congo. Don Omar. Lors de la cérémonie d'ouverture, la première ministre Judith Suminwa a souligné l'importance de la science comme moteur de développement. Les scientifiques ont été appelés à jouer un rôle central dans l'émergence du pays, notamment à travers la recherche, la technologie et l'entrepreneuriat innovant. Le gouvernement réaffirme son engagement avec l'allocation de plus de 3% du budget national à la recherche scientifique, un bond significatif par rapport aux années précédentes. Cet appui financier s'inscrit dans le programme d'action 2024-2028 qui prévoit la modernisation des centres de recherche et la promotion de la propriété intellectuelle. Trop souvent, nos institutions et nos entreprises se tournent vers l'étranger pour acquérir des technologies coûteuses, alors même que des solutions nationales existent. Cette dépendance nous prive non seulement de ressources financières, mais aussi de la dynamique de perfectionnement que connaissent les pays qui investissent massivement dans leur propre génie scientifique. L'histoire récente et passée nous enseigne qu'aucune puissance ne s'est développée en négligeant ses inventeurs. La République démocratique du Congo doit adopter cette discipline. Le ministre sortant de la recherche scientifique a salué les retombées positives du forum, indiquant que l'événement a déjà permis la soumission de 64 initiatives d'innovation au gouvernement. À l'issue de la cérémonie, les visiteurs ont parcouru le stand d'exposition, découvrant des inventions, des prototypes et des projets dans des domaines variés, énergie, biodiversité, santé publique ou encore technologie de production. Le forum se poursuit jusqu'à la fin de la semaine avec au programme conférences, ateliers, présentations. Il constitue une plateforme stratégique pour valoriser le potentiel scientifique congolais. Il constitue une plateforme stratégique pour valoriser le potentiel scientifique congolais et renforcer les synergies entre chercheurs, institutions et partenaires. Au Fonds de promotion de l'industrie, c'est le lundi 11 août que la remise et reprise a eu lieu. Hervé-Claude Ntumba et Blaise Mastaki, respectivement directeur général et directeur général adjoint, remplacent Bertin Moudimou Tshisekedi et Jenna Bassiala. La cérémonie a été présidée au siège du FPI à Kinshasa par le ministre sortant de l'Industrie, Louis Watoum, en présence du secrétaire général de l'Industrie et du personnel de cet établissement public. Suivons. C'est lundi 11 août 2025 que la remise et reprise a eu lieu au Fonds de promotion de l'industrie. Hervé-Claude Ntumba Batumkonké et Blaise Mastaki Birindois, respectivement directeur général et directeur général adjoint, remplacent Bertin Moudimou Tshisekedi et Jenna Bassiala. La cérémonie a été présidée au siège du FPI à Kinshasa par le ministre de l'Industrie Louis Watoum Kabamba, en présence du secrétaire général à l'Industrie et du personnel de cet établissement public. Après la lecture du procès verbal, le directeur général sortant, Bertin Moudimou, représenté par son adjoint Jenna Bassiala et Hervé-Claude Ntumba, ont échangé des signataires contenant plusieurs dossiers.
Dans son mot de circonstance, le nouveau patron du FPI a souligné la nécessité d'un changement de cap stratégique. Pour lui, le FPI ne sera pas seulement un instrument de financement. Il deviendra une institution de développement robuste, moderne, centrée sur la performance, l'impact et l'efficacité. Et avec Claude Ntumba compte sur l'intelligence collective, l'implication et le professionnalisme de l'ensemble du personnel qu'il considère comme un atout majeur. L'heure est venue pour un changement de cap stratégique. Les fonds de promotion de l'industrie que nous voulons faire progresser ensemble ne sera pas simplement un instrument de financement, il deviendra une institution de développement robuste, moderne et centrée sur la performance, l'impact et l'efficacité. Nous allons sortir du statu quo pour inscrire résolument notre action dans une logique de résultats concrets, de redevabilité et d'efficacité économique. Cette nouvelle ère que nous amorçons aujourd'hui sera marquée par une gouvernance rigoureuse, une culture des résultats et une gestion basée sur des indicateurs de performance clairs, mesurables et suivis de manière continue. Hervé Claude Ntumba veut engager le FPI dans une transformation économique profonde avec le financement des projets industriels stratégiques, créateurs d'emplois et porteurs des croissances inclusives et durables. Parmi ses priorités, le recouvrement de toutes les créances, la digitalisation des processus opérationnels, la rigueur, la transparence dans l'octroi des financements, la bonne mobilisation de la taxe de promotion de l'industrie et l'élargissement de l'assiette fiscale. De son côté, Djena Bassiala a appelé la nouvelle équipe à garder haut le niveau d'intégrité, de rigueur et de respect de texte, tout en remerciant le conseil d'administration et le personnel pour leur soutien durant son mandat. La DGA sortante a aussi recommandé au nouveau staff la justesse et la conformité des décisions à prendre. Avec cette feuille de route ambitieuse et l'appui du gouvernement, le nouveau directeur général entend inscrire le FPI sur une trajectoire de performance, d'efficacité et de transformation durable du tissu industriel du pays. Hervé Claude Batou-Konké et Djena Bassiala ont rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, et remercié le gouvernement pour la confiance placée en eux. Le nouveau manager a déclaré avoir accepté cette lourde responsabilité avec beaucoup d'humilité, tout en insistant sur un travail rigoureux axé sur le résultat. Dans le domaine de la santé, Kinshasa s'apprête à lancer une campagne de vaccination contre le choléra les 18 et 19 août prochains. Selon une annonce faite lors de la réunion hebdomadaire du ministère de la Santé consacrée à la situation épidémiologique en RDC, si le choléra et la mpox affichent une nette tendance à la baisse à l'échelle nationale, certaines provinces restent sous haute surveillance. En réponse, les autorités renforcent les campagnes de vaccination pour contenir les risques. Suivez. La situation d'Mpox continue de s'améliorer en RDC. Le nombre de cas est en baisse dans la plupart des provinces. Cependant, deux zones inquiètent encore, Sankuru et Sud Kivu. Le gouvernement prévoit d'y envoyer des experts dans les prochains jours. Le ministère de la Santé prévoit aussi d'intensifier la vaccination grâce au lot des vaccins reçus tout récemment du Japon. Et nous envisageons d'envoyer des équipes pour l'intensification au niveau de ces provinces qui vont aller au niveau du Sankuru pour essayer d'appuyer cette province pour ensemble conjuguer les efforts et mener toutes les actions de santé publique pour essayer aussi d'arriver à infléchir la courbe au niveau de cette province, au Sankuru et aussi au Sud Kivu. Mais au Sud Kivu, on sait dans le contexte sécuritaire qui pose des problèmes d'accès dans certaines zones de santé. Pour le choléra, la tendance est également à la baisse. Une seule exception, Maniema, où la situation est encore loin de se stabiliser. Au niveau de la province du Maniema, où on note encore une augmentation de cas, ou un peu une stagnation, les cas ne diminuent pas vraiment. Et là aussi, il a envisagé que nous puissions accompagner davantage cette équipe au niveau de cette province avec le déploiement des équipes d'intervention rapide.
parce que dans les autres provinces, qui étaient aussi des provinces hotspot, on note une tendance aussi à la diminution des notifications. La vaccination contre le choléra à Kinshasa est prévue du 18 au 19 août. Elle sera précédée des travaux préparatoires, incluant la formation des agents des terrains. Et puis je l'avais annoncé au sommaire, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, le Forum international de la jeunesse africaine pour le développement de l'Afrique a organisé une table ronde sur la jeunesse au Palais du Peuple, placée sous le thème « Créer un avenir durable, l'engagement des jeunes pour la planète ». Cette activité a réuni plusieurs participants venus de différentes régions de l'Afrique pour aborder les enjeux liés au développement de la jeunesse africaine. Rosie Chioyo. Alors que le monde célèbre la Journée internationale de la jeunesse, plusieurs jeunes provenant des différentes régions d'Afrique se sont réunis dans l'enceinte du Palais du Peuple. Initié par le Forum international de la jeunesse africaine pour le développement de l'Afrique, cette manifestation a été marquée par différentes activités, notamment des panels abordant des discussions majeures sur les enjeux des développements de la jeunesse africaine. À cette occasion, l'initiateur de cette activité n'a pas manqué de rappeler l'importance qu'est revêt cette initiative pour le renforcement du développement de la jeunesse. Premièrement, en tenant d'ailleurs compte des objectifs mis en place par les Nations Unies, la Journée internationale de la jeunesse a été mise en place depuis 1999 pour sensibiliser la jeunesse, afin que la jeunesse puisse contribuer au développement de leur pays. Sur tous les plans, y compris la gouvernance, le développement socio-économique, l'entrepreneuriat, l'innovation, la promotion de la paix, surtout. Voilà l'objectif de cette activité, raison pour laquelle le Forum international de la jeunesse africaine pour le développement de l'Afrique a réuni les jeunes venant de différents pays, aujourd'hui à Kinshasa, pour que nous puissions échanger tout autour des enjeux liés au développement. Cette manifestation n'est pas une rencontre comme telle, mais surtout une occasion pour certains acteurs de partager leur expérience afin d'édifier les jeunes, d'après l'un des panélistes. Je pense que l'organisation de ces assises, c'est aussi une façon d'édifier les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, plutôt que de prêcher par des paroles, mais je pense que le fait de nous voir peut aussi édifier certains jeunes pour qu'ils disent que si nous avons pu, c'est qu'eux pourront aussi, mais aussi notre petite expérience, nous essayons de partager avec les jeunes. Alors aujourd'hui, si vous avez suivi mon intervention n'était pas une intervention d'orienter les gens vers une direction, mais c'était une intervention qui voulait conscientiser les jeunes, qu'ils sachent d'abord le monde dans lequel nous sommes, comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il fonctionne, afin de voir dans quelle mesure ils peuvent aussi se créer de la place dans ce monde. Cette journée des célébrations est un rappel pour chaque jeune de la lourde responsabilité qu'il porte pour assurer l'avenir de l'Afrique en général et de la RDC en particulier. Autre chose, la pollution sonore devient une croissante pour les habitants de Kinshasa, confrontés au bruit constant des véhicules, des lieux de culte et des débits de boissons. Dans ce contexte, Maître Christian Lobéa, avocat spécialisé en droit environnemental, examine les dispositions légales en vigueur en République démocratique du Congo pour réguler les nuisances sonores. Il appelle à une meilleure sensibilisation des citoyens et à un renforcement des mesures d'application. Kinshasa, en proie à des décibels, a cassé les oreilles. Quasiment tous les quartiers font cette amère expérience. Exposés à des bruits des motos, voitures, des marchés animés, des bars et églises, parfois alignés sur des périmètres adjacents. Une véritable cacophonie que subissent les Kinois. Cette situation soulève des inquiétudes sur la santé publique et le bien-être des citoyens. Pour mieux comprendre les enjeux juridiques liés à cette pollution, Maître Christian Lobéa explique ce que prévoit la loi congolaise à ce sujet. Je vais répondre à cette question suivant deux volets. Le premier volet, il sera administratif. Le second, il sera pénal. Dans le volet administratif, il faut savoir que la loi congolaise circonscrit spécifiquement la question. Je vous parle de la loi du 9 juillet 2011 relative à la protection de l'environnement. Alors, il faut savoir que conformément à cette loi, il appartient aux autorités administratives, gouverneurs, bourgmestres, chacun selon son secteur,
de pouvoir prendre justement un certain nombre de normes spécifiques selon qu'il s'agit d'une zone urbaine, rurale, résidentielle ou industrielle. Alors maintenant, le volet pénal. Alors, puisque les citoyens ont le droit de profiter du calme de la nuit pour se reposer du travail de la journée, ils doivent naturellement être exemptés de tapage nocturne. Et donc, ce que nous avons tout à l'heure qualifié de pollution ou de nuisance sonore, en droit pénal, cela a une qualification bien précise. Il s'agit de l'infraction de tapage nocturne. Alors, il faut dire que cette infraction, c'est une infraction qui est prévue par l'ordonnance du 16 septembre 1925, laquelle ordonnance a été modifiée le 28 mars 1942. Et cette infraction vise précisément les exploitants de bars ainsi que de lieux de plaisir. Cependant, ça vise également, secondairement, tout le bruit qui provient par exemple de groupes de prière, de groupes musicaux, folkloriques, socio-culturels et j'en passe. Donc voilà, et cette infraction-là, qui est punie par la loi, c'est puni d'une peine d'amende. Pour remédier à ce problème, Maître Loabeya appelle à une sensibilisation accrue des citoyens et à un renforcement de l'application des lois. Il insiste sur l'importance d'une collaboration entre les autorités et la population pour créer un environnement sonore plus sain. En sport, la Confédération africaine de football a officiellement homologué 3 stades en République démocratique du Congo pour accueillir les matchs de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. Il s'agit du stade des Martyrs de Kinshasa, des stades Frédéric Kibasa Maliba et TP Mazembe de Lubumbashi. Ces installations répondent désormais aux exigences techniques de la CAF pour les compétitions continentales. Blaise Tokuzola. La Confédération africaine de football a officiellement validé ce lundi 11 août 3 stades en République démocratique du Congo pour accueillir le match de compétitions interclubs de la saison 2025-2026. Le stade de Martyrs de Kinshasa, le stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi ainsi que le stade TP Mazembe de Kamalondo répondent désormais aux normes exigées par la CAF, permettant ainsi aux équipes congolaises de disputer la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération sur leur sol. Cette homologation intervient alors que les affiches de tour préliminaire commencent à se dessiner. Si les classements de la Ligue en foot sont confirmés, les Aigles du Congo, champions en titre, devraient affronter Rivers United du Nigeria, tandis que le FC Saint-Éloi Lupopo jouera contre El Merreikh du Soudan. En Coupe de la Confédération, Simba de Kolwezi rencontrerait le FC Djabal de Comores et Maniema Maignan serait opposé à Pamplemousse FC de l'île Maurice, promettant des rencontres très attendues par les supporters. Au-delà de l'aspect sportif, cette validation constitue un véritable pas en avant pour la RDC, souvent critiquée pour ses infrastructures sportives. Pouvoir jouer à domicile devant un public enthousiaste peut représenter un avantage décisif pour le club congolais dans leur quête de succès continentaux. Reste désormais à finaliser les démarches administratives afin que le représentant de la RDC puisse aborder ces joutes africaines avec sérénité. Place à présent à la page internationale. La capitale algérienne se prépare à accueillir début septembre la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine, un événement incontournable qui se présente comme étant une plateforme d'opportunités d'investissement sur le continent africain. Cette rencontre devrait permettre d'établir de nouveaux partenariats commerciaux. Rachel Missinga. La 4e édition de la foire commerciale intra-africaine se tiendra en Alger du 4 au 10 septembre 2025. Cet événement majeur, organisé par la Banque africaine d'import-export en collaboration avec l'Union africaine et les secrétariats de la zone de libre-échange continentale africaine, a pour objectif de renforcer les échanges commerciaux et d'attirer les investissements.
Plus de 35 000 visiteurs provenant de plus de 140 pays sont attendus, ainsi que plus de 2000 exposants qui présenteront leurs produits et services. L'Algérie aujourd'hui assume désormais une politique continentale plus offensive avec des investissements dans la logistique transsaharienne, une diplomatie économique plus active et surtout une volonté claire d'inscrire ces entreprises dans le champ de valeurs interafricaines, a dit Étienne Fakapa Sissoko, économiste du Mali. Selon les organisateurs, l'événement devrait déboucher sur la signature d'accords commerciaux d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Place à présent à l'actualité vue par les journaux. C'est la revue de presse dans cette sélection et commentaires signés Blaise Kouzola. Bonsoir. Le lancement du forum du génie scientifique congolais à Kinshasa, mais aussi la réaction des différentes personnalités à la suite de la reconduction de certains ministres dans le gouvernement Souminois 2 sont deux sujets exploités par les médias congolais ce mardi. Face aux urgences qui s'accumulent, insécurité persistante à l'Est, économie à relancer, etc., la RDC n'a pas une minute à perdre. Analyse Info 27, c'est mardi 12 et mercredi 13 août renseigne le quotidien. Les passations de pouvoir ministériel devront donner le coup d'envoi de l'action gouvernementale. Objectif à permettre à la nouvelle équipe de se mettre immédiatement au travail sans temps mort. Et c'est dans ces contextes que le président Félix Tshisekedi a lancé devant le cadre de l'Union sacrée de la nation un appel à la mobilisation générale nantes la prospérité. Selon le média, d'après publication du gouvernement d'Union nationale, le chef de l'État veut une mobilisation inlassable de Congolais en vue de lui offrir la marge nécessaire pour poursuite des efforts visant l'intérêt général du pays. À la suite de sa reconduction, écrit l'agence congolaise de presse Yolande. À la suite de sa reconduction, écrit l'agence congolaise de presse, Yolande Elébé, ministre congolaise de la Culture, Arts et Patrimoine, a mis en exergue les nouveaux engagements et défis à relever pour développer le secteur de la culture et des arts en République démocratique du Congo. Pour la ministre dont les propos sont repris par l'agence, cette reconduction n'est pas une récompense en soi, c'est un appel à faire mieux. L'archevêque métropolitain de Kisangani et président émérite de l'épiscopat congolais Marcel Outembi a salué la reconduction de Doudou Fwamba Likunde Libotaï à la tête du ministère des Finances, écrit Ouragan. Pour lui, argumente le tri hebdomadaire, cette nomination est le fruit d'un travail sérieux et d'un engagement visible. Dans un autre registre, le potentiel rapporte que le Forum du génie scientifique congolais 2025 a été officiellement inauguré le lundi 11 août au Palais du Peuple sous le haut patronage du président de la République, représenté par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Ouvrant la cérémonie dans une atmosphère marquée par la détermination à renforcer l'avenir scientifique du pays, explique le journal, Judith Suminwa Tuluka a prononcé au nom du chef de l'État un discours insistant sur le rôle stratégique de la science dans le développement national. Le ministre honoraire Gilbert Kabanda, initiateur de cette foire d'inventeurs, a plaidé pour la révision à la hausse du budget consacré à la recherche scientifique, fait remarquer Forum des As. Fin de cette revue de presse, merci de nous avoir suivis. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ses principaux titres. C'est déjà le top départ pour le gouvernement Souminois 2. Les membres de l'exécutif ont commencé à prendre leurs fonctions. Ils sont pleins d'ambition. Vous les avez suivis dans ce journal. Et puis, les enjeux liés au développement de la jeunesse ont fait l'objet des échanges au Forum international de la jeunesse africaine. Ce forum a été organisé au Palais du Peuple. En dehors des frontières congolaises, la capitale algérienne s'apprête à accueillir début septembre la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre télévision.
Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.